Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir sur Nos émotions et nous, notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous allez tous bien et que vous serez présents. Ce soir, je ne suis pas toute seule. Bonsoir, je vais être avec Lisa Journiac. Bonjour Céline, coucou. Lisa Journiac qui est coach personnel et qui accompagne les femmes en désir de maternité. Et voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu un peu la story tout à l'heure, mais hello, hello. Donc vous allez pouvoir découvrir le travail qu'elle fait, l'accompagnement, et puis moi, voilà, avec les fleurs si besoin, si nécessaire. En tout cas, c'est toujours la partie émotionnelle qui est la plus importante à mon sens, parce que évidemment, on ne fait pas sans les émotions, c'est pas possible du tout, du tout, du tout, quoi qu'on fasse. Donc voilà, coucou Lisa. Alors, je vais aller te chercher et tu vas nous parler de ton merveilleux travail. Bonjour, j'espère que... Voilà, bonjour, bonjour. Donc, je vais te chercher. Voilà, je t'ai invité. J'espère que tu vois l'invitation. Je t'invite une seconde fois. Ah, bah voilà, te voilà. Voilà, bonsoir. Alors, attends, je me recadre un petit peu. Comment ça va? On n'est pas être là comme ça. Vous me voyez? Alors, Ça, attends, je vais recadrer un peu. Voilà, c'est bon. Comment ça va? Bah, ça fait va tellement bien, longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Bon, je mets en tout cas à ouvrir. Ouais, je suis ravie que tu aies accepté cet échange, ce partage et que tu puisses faire profiter voilà, ta communauté et la mienne, voilà, si petite soit-elle, mais en tout cas donner des graines d'information. Ça me paraît capital et on est dans la même énergie toutes les deux. Donc, je pense qu'on va tous passer un bon moment, même si vous n'êtes pas toujours pareil, hein, concernés par le désir de maternité, de paternité. Il y a peut-être des fois des grands-parents, tu vois, qui écoutent et je me dis, bah, c'est toujours des infos qu'on a. Et puis, même si on n'est pas directement impliqué, peut-être qu'un jour, ça risque d'arriver dans nos vies. Enfin, ça risque d'être dans cet état aussi d'accueil, tu vois, par rapport à ce que chacun vit autour de nous. Ça peut être une voisine, ça peut être ta boulangère. Tout à fait. Donc, ouais. Voilà, oui, et c'est vrai que c'est important d'en parler parce qu'effectivement, comme tu dis, tout le monde n'est pas touché, mais par contre, effectivement, dans son entourage, peut avoir des personnes qui sont en parcours de PMA, et c'est vrai que quand on n'est pas dans ce parcours de PMA, qu'on l'a pas vécu, qu'on sait pas comment ça se passe, finalement, on se rend pas bien compte de l'impact que ça peut avoir pour ces femmes, ces couples. Et c'est vrai que voilà, s'il y a des personnes qui sont là ce soir et peut-être voilà, qui sont pas concernées directement, mais dans leur entourage, c'est bien de faire partager un petit peu tout ça et des messages, et peut-être aussi éviter un petit peu tous les conseils qui partent de bonne intention parfois, mais finalement qui sont pas si adaptés que ça et sont pas toujours bien reçus par les couples, mais qui souvent sont comme je dis, partent pas de mauvaises intentions, mais sont peut-être un peu maladroits. Donc c'est vrai que c'est important d'en parler en tout cas. Ouais, c'est vrai. Après, l'adresse, elle sera nécessairement là même quand on est des fois très impliqué, on peut être aussi très maladroit. Donc, bon, après, ça nous rend aussi humains et vulnérables avec qui nous sommes. Voilà. Mais bon, tu vas nous donner des clés, donc c'est bien. Je ne sais pas si j'ai là, et du coup, tous les messages sont figés, ou alors ils apparaissent tous d'un coup, et du coup, j'ai du mal à te voir, mais bon, c'est pas, je sais pas pourquoi, tu sais, d'habitude, ça défile. Ah oui, d'accord. Oui, alors bon, moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de live. Sur ça, je te remercie de m'avoir invité parce que c'est vrai que le temps passe et puis c'est vrai qu'on a fait un live, ça fait déjà quelques mois, 6 mois, voilà, sur les fleurs de bac pour accompagner effectivement les personnes qui sont en désir d'enfant, etc. Et c'est vrai que depuis, je me suis pas beaucoup montrée, alors que toi, c'est vrai que tu fais beaucoup de live sur plein de sujets, donc j'espère qu'il y aura des personnes aussi qui me suivent, qui ont aussi l'occasion de te découvrir ce soir, et toutes les belles choses et les lives super intéressants que tu proposes, parce que c'est vrai que tu fais ça de manière beaucoup plus régulière que moi, et c'est vrai que c'est quand même important tout ce partage, et en tout cas
encore merci. S'il y a des personnes voilà qui sont en parcours, qui ont des questions, n'hésitez pas hein, pendant qu'on va échanger. C'est vrai que le parcours de PMA c'est un vaste sujet. Donc ce soir on a décidé avec Nathalie d'essayer de vous parler un petit peu de l'aspect de comment mieux vivre ce parcours de PMA, qui est déjà très large hein, comme sujet, mais pour effectivement vous donner des clés, vous aider un petit peu voilà, à mieux vivre ce parcours et voir ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut faire. Donc voilà, on va faire ça sous la forme d'échanges interactifs. Donc si vous avez des questions également, n'hésitez pas. Je sais pas si on se représente, Nathalie, ou comment. Écoute, moi ça me paraît bien quand même que tu expliques un peu voilà quelle est ta passion, ton métier, ton travail, ce que tu as envie de partager aussi avec nous ce soir. Et voilà, ça va parler à certains. Il y en a qui te connaissent déjà, donc ils vont dire ah, ça y est, il va nous saouler avec sa présentation. Mais c'est important. Non, c'est pas un CV, hein, parce que bon, encore une fois, je veux dire, c'est quelques mots juste pour nous présenter, mais ça peut contextualiser un peu le sujet et puis c'est toujours bien, quoi. Ouais. Non, alors moi pour ma part, pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis coach de fertilité. J'accompagne des femmes, des couples qui sont en désir d'enfant, parce qu'effectivement la PMA, on va en reparler après, mais c'est un parcours qui est compliqué, qui a un impact émotionnel très important, et voilà. Donc c'est pour ça que moi je propose ces accompagnements. Comment j'en suis arrivée là? Je travaille depuis 7 ans maintenant avec des cliniques de fertilité espagnoles. Donc c'est vrai que dès le début, j'ai eu l'occasion d'être en contact avec des personnes qui avaient, surtout des patients francophones, qui avaient besoin de faire un traitement ici en Espagne, puisque j'en profite pour dire que voilà, moi je vis en Espagne, je vis à Madrid. Donc, je fais tous mes accompagnements en ligne, à distance, et ce qui permet de suivre finalement des femmes qui sont en France, des femmes qui sont en Belgique, en Suisse. Voilà, on voyage. Puis parfois des femmes même qui habitent ici en Espagne, des femmes francophones, voilà, qui sont dans ces parcours. Donc voilà, un petit peu comment j'en suis arrivée dans ce monde de la PMA. Et c'est vrai que pendant ces années, je me suis rendu compte que il y avait ce besoin d'accompagnement des femmes, des couples dans ces parcours, parce que c'est vrai que il y a des accompagnements psychologiques, il y a plusieurs types finalement d'accompagnement, mais c'est vrai que moi ce que j'avais envie de proposer, c'était un accompagnement vraiment sur un peu général sur comment qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mieux vivre ce parcours de PMA, pour se sentir mieux. Et tout cet accompagnement donc se base sur une partie de coaching. Donc j'ai fait une formation évidemment de coaching certifié avec des outils voilà qu'on utilise pour mettre toutes ces choses en place. Et c'est vrai que au-delà de ça, ma connaissance en tout cas du domaine de la PMA permet aussi de proposer cet accompagnement global, et puis un petit peu aussi d'éclairer les femmes, les couples que j'accompagne sur ce parcours, parce que c'est vrai que lorsqu'on découvre les femmes, les couples vont chez leurs spécialistes et on les informe que va falloir faire le deuil de la conception naturelle et puis rentrer dans ce parcours, ça soulève tout un tas de questions. Donc voilà, moi j'interviens à ce moment-là, j'interviens au cours du parcours, c'est-à-dire que parfois, la première FIV, on arrive à gérer, ça va, la deuxième, ça va, et puis parfois ça devient lourd, ça devient compliqué, on a du mal à se relever, et là aussi, c'est le bon moment de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir repartir sur des bases plus solides, et puis s'accrocher, parce que ça peut être long, ça peut être difficile. Donc voilà un petit peu. J'ai essayé de faire bref, d'être brève, mais
Je sais pas si j'ai réussi, mais voilà bien. Un petit peu moi et c'est vrai que c'est personnellement un domaine voilà qui me passionne et c'est vrai que qui me tient à cœur parce que c'est vraiment un parcours qui est très difficile et c'est pour ça que d'ailleurs lorsqu'on avait fait le premier live avec Nathalie, je trouvais ça intéressant de proposer aussi, au-delà moi de mon accompagnement, d'autres outils comme d'autres méthodes comme les fleurs de bac dont tu vas nous reparler, j'espère Nathalie aussi, pour accompagner le côté émotionnel du parcours de PMA. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Déjà, il y a plusieurs fleurs que tu as déjà indiquées au cours de ta présentation. Oui. Et du coup, oui, moi je suis experte en fleurs de bac, on va dire conseillère agréée du centre bac en Angleterre, pour être plus précise. Et puis, donc ça fait 24 ans que j'ai découvert les fleurs et je suis aussi formatrice pour le centre bac. Donc, nous sommes plusieurs en France, mais voilà, moi je fais donc le niveau 1, le niveau 2 et je suis aussi en cours de validation de niveau 3. Et puis, j'ai écrit quelques bouquins sur les fleurs de bac. Donc, mon truc, c'est vraiment... Alors, non seulement de partager les fleurs, mais comme tous les conseillers agréés fleurs de bac en France et dans le monde, parce que quand on tombe dedans et quand, en tout cas, les fleurs sont sur le chemin, souvent, c'est pas une généralité, mais après, en tout cas, quand on va jusqu'au niveau 3, on n'a qu'une envie, c'est vraiment de partager, parce qu'on ne garde pas ça pour soi. Edouard Bach, c'est ce qu'il a fait pour nous, donc il n'y a aucune raison de le garder pour soi. Et donc, le partage, c'est du bon sens. Et moi, j'ai presque plus à cœur de simplifier aussi le discours, entre guillemets, c'est-à-dire, tu vois, quand je fais des lives comme ça, c'est pas un cours formel sur les fleurs de Bach, mais dans le cas d'une discussion, je dégaine une fleur et là on se dit ah ouais. Ça me concerne. Voilà, tu vois, et après je mets cette vidéo sur YouTube et donc il y a des gens qui vont aller découvrir aussi les fleurs à travers certaines thématiques comme ça. Et au fur et à mesure, il y en a qui se disent ah bah tiens, finalement j'ai envie d'en savoir plus et je vais faire une formation. Donc forcément, il y a des bénéfices aussi à ce qu'on se retrouve toutes les deux parce que pour toi c'est aussi une visibilité, découvrir ce que tu fais. Et puis moi c'est pareil et donc voilà. Et évidemment, on se rejoint sur le même domaine sur la périnatalité. C'est-à-dire que moi, je suis très touchée par tout ce qui concerne la périnatalité. Donc, ça va être aussi en amont comme toi. Mais peut-être plus sur le plan d'incarnation du je suis une femme de 35 ans, j'ai peut-être vécu un ou deux, je sais pas moi, avortements ou fausse couche, ou c'est ma première grossesse. Et quel est le sens aussi pour moi de comment ça se passe là dans ma vie de femme avec mon compagnon, avec mes épreuves de vie et refaire le lien aussi avec ma propre gestation dans le ventre de ma mère, dans la généalogie aussi de ce qui s'est passé et ma propre naissance et ma vie de femme et mon compagnon aussi ou ma compagne, peu importe, et comment je relie ça à ma problématique du jour. Et donc moi, c'est sûr que si je peux faire en plus des fleurs de bac, c'est encore mieux parce que c'est aussi un domaine de la sophroanalyse, c'est la thérapie de la vie intra-utérine et des empreintes de naissance. Donc, je me suis présentée un peu large. Mais du coup, quand tu parles de la première annonce du verdict qui tombe, du médecin qui va diagnostiquer, qui va dire vous faites le deuil de cette maternité ou paternité de façon naturelle, et la première fleur que je pourrais proposer vraiment, déjà ça peut être du rescue aussi, parce que souvent on connaît les fleurs par ce petit flacon-là, ce qui est déjà bien. Et puis, ça peut être une qui est composée dans le rescue, c'est celle-ci, c'est Star of Bethlehem. Et cette fleur, elle va apaiser, peut-être amortir aussi le choc de cette nouvelle qu'on se prend en pleine poire et qui peut tellement déstabiliser la préconception déjà qu'on s'était faite de cette grossesse et de cette future parentalité et qui n'est pas toujours facile à accepter déjà dans un premier temps. Peut-être, je dirais, ne pas rester seul dans ces moments-là. Des fois, il peut y avoir plein d'émotions qui vont avec cette annonce-là, mais déjà cette annonce-là, pouvoir la gérer, l'histoire de bac, ça ne fait pas venir des bébés. Quoique, moi j'ai accompagné des parents qui n'étaient pas en état de grossesse et qui qui ont traversé la vie avec les fleurs de bac et ça a participé ou pas, chacun fera son check par rapport à ça. C'est pas une promesse, c'est aussi une réalité potentielle. Alors c'est pas à 100%, c'est pas nous qui décidons.
Et évidemment, c'est pas les fleurs, c'est tout un amalgame de choses. Toujours est-il que voilà, de pas rester tout seul et de peut-être savoir qu'il y a des outils pour nous accompagner, pour pas faire cette croyance du miracle, parce que c'est toujours pareil. On est dans cette quête-là. On est aussi en recherche de beaucoup d'outils différents. On est tellement, des fois, tellement esselés et perdus face à l'indicible qu'on a l'impression que tout pourrait fonctionner, ce qui est peut-être juste, mais qui est peut-être pas juste pour soi en individu. Donc pour certains, les fleurs sont le chemin, et pour d'autres, ça ne le sera pas du tout, du tout. Toujours est-il que si on peut calmer le feu de l'émotionnel trop en déséquilibre, ça favorisera aussi certainement le terreau d'une future potentielle maternité ou paternité. Oui, et cette fleur, par exemple, dans le parcours de PMA, effectivement, j'ai évoqué le passage de la conception naturelle au début du parcours de PMA, où là, par exemple, on va parler de stimulation simple, d'insémination artificielle, de fécondation in vitro. Mais ça me fait penser aussi, et effectivement, on a beaucoup de femmes de couples qui viennent en Espagne pour ça, qui doivent passer une autre étape encore, qui est le don d'ovocytes, le don d'embryon, le don de sperme, où là, on a encore une autre étape à gérer. Souvent, c'est dans un premier temps un choc et on va devoir traverser ce deuil en fait finalement de la conception naturelle ou bien de la génétique. Et c'est vrai que voilà, effectivement, au niveau des fleurs des bacs, il peut y avoir effectivement cet accompagnement. Ce qui est important à savoir pour les femmes, les couples, c'est que finalement ce deuil, il y a une courbe. Il y a une courbe qui va se faire où on a cette période de choc. Ensuite, on va peut-être passer par la négation, se dire non, c'est pas possible, non, il doit y avoir quelque chose, voilà. Donc à ce moment-là, ensuite, on va passer probablement par une phase de tristesse. Donc, ce qui est important, c'est d'en avoir conscience pour pas rester dans ce creux de la vague, si je peux dire, et puis voilà, d'avancer et de continuer petit à petit ce chemin finalement par l'acceptation. Et selon les femmes, les couples, ça va se faire de manière plus ou moins rapide. Mais c'est vrai que déjà de savoir qu'on va passer par ce processus émotionnel, c'est important. C'est important parce que ça permet de voir comment ça se situe, de voir un petit peu aussi, finalement, de se projeter, se dire voilà, c'est normal que je passe par cette phase-là, mais je vais pouvoir avancer et petit à petit considérer finalement ce parcours de PMA comme une opportunité, comme un allié. Et pas comme un ennemi finalement, et se dire voilà. Malheureusement, naturellement, ça va être compliqué. Avec mes propres gamètes, ça va être compliqué. Mais j'ai cette chance, cette opportunité de pouvoir devenir maman, devenir parent grâce à ce type de traitement. Et c'est vrai que déjà le fait d'avoir conscience de tout ça, c'est important. Parce que ça va permettre de se situer un petit peu et de voir où on va. Après, voilà, ce qui est inquiétant lorsqu'on se lance, c'est que c'est quelque chose qui est complètement nouveau, en manque d'informations. C'est vrai que souvent, voilà, on est en face d'un professionnel de santé qui, pour qui c'est son quotidien, c'est un sujet qu'il maîtrise très bien, et vous débarquez et c'est plein de termes nouveaux, plein de choses, ça a l'air compliqué, et puis souvent, surtout, on se dit, voilà, on se lance en parcours de PMA, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça va se terminer, quand ça va se terminer. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce que il va falloir s'armer de patience, de persévérance. On va rencontrer des moments difficiles, d'autres moments émotionnels difficiles parce que peut-être qu'on va rencontrer des échecs. On va avoir une forme, on avait parlé la dernière fois, de la culpabilité, donc toutes ces émotions aussi. Donc
je voulais te les montrer justement au fur et à mesure parce que tu parles de plein de fleurs là. J'essaie de, je monte des petites cartes maintenant. C'est un peu plus rapide. Ça m'évite aussi de chercher trop, mais ça évolue d'un live à un autre. Comment? Ouais, c'est clair. Ça évolue d'un live. Ouais, mais du coup, il y en a une que je trouve pas là parce que je les connais pas assez. Celle-là, normalement, je devrais la repérer parce qu'elle est quand même très singulière. Elle est jaune. Je pensais à Gorse, mais bon, là, je la vois pas, c'est pas grave, je vais essayer de la retrouver en discutant. Gorse qui peut être aussi la fleur où on a l'impression, tu vois, que c'est l'échec et qu'il y a rien, en fait, qui va pouvoir se produire derrière et que même si les professionnels de santé nous disent, tenez bon, il y a quand même ça et ça à mettre en place, en fait, la personne va peut-être des fois se laisser, comment dire, si la voilà, mais on la voit pas très bien, c'est de l'ajonc, tu vois cette fleur-là, c'est jaune. Ouais. Parce que j'ai pas l'habitude de voir un fond. Je vois plus d'habitude une fleur qu'un décor. C'est pour ça que ça me perturbe un peu. Et Gorse, donc Gorse, c'est quand on est vraiment accablé, désespéré, c'est vraiment une perte de foi. Ouais. Dès le départ, tu vois, l'annonce du chagrin, du choc, du truc qui se prend en pleine poire, hein, c'est comme l'annonce d'une pathologie, comme l'annonce d'un décès, enfin c'est voilà quelque chose qui est un deuil, c'est au sens large du terme. Hein. Là, il faut déjà accuser et penser les plaies de l'âme, et donc ça va réconforter. Et Gorse, des fois, ça peut arriver derrière, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais voilà, c'est juste un exemple. Gorse, ça peut être aussi la personne qui se dit que déjà c'est foutu en fait. Alors que tu seras peut-être là à côté ou que le professionnel de santé pourra donner toutes les variables possibles, les dons, etc., donc le site de gamètes, etc. Mais au fond de soi, alors je parle au niveau de la maman, mais ça peut être aussi le compagnon ou la compagne, de se dire que ça y est, c'est déjà foutu. En fait, elle peut se laisser entraîner avec des conseils, mais au fond d'elle, elle peut déjà avoir capitulé au fait que, comme si elle avait fermé toutes les portes, tu vois, comme si la foi avait vraiment disparu. Donc ça peut être déjà d'entrée de jeu, mais c'est pas forcément au premier rendez-vous. Ça peut se produire aussi à la 5e ou 6e fois. Hein. C'est suite à s'il y a eu des échecs, parce que c'est sûr que ce qu'on souhaite dès le début, et ça arrive bien heureusement, c'est dès la première insémination qu'il y ait une grossesse, ou dès le premier transfert embryonnaire si on est en fécondation in vitro. Voilà, ça arrive, mais effectivement, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, effectivement, il y a des personnes qui rencontrent plusieurs échecs, et ce moment-là, c'est difficile parce que il faut se relever, et puis il faut continuer d'y croire. Et c'est vrai que dans ces cas-là, effectivement, c'est la fleur que tu proposes. Je pense que ça correspond bien parce que c'est ce côté, l'état émotionnel, cette pensée. C'est ce côté noir qui a déjà considérer que c'était déjà révolu et qu'il n'y a plus rien qui pourra être possible, même si elle se laisse quand même entraîner dans toute la thérapeutique qu'il y a à mettre et les protocoles. Ça va réanimer aussi la foi, l'espoir, et le pessimisme va partir. Tu vois, c'est ce voile qui va se lever et qui va faire que la personne va pouvoir de nouveau laisser la porte et l'ouverture à l'espoir et l'espérance que oui, il se peut que ce soit possible. Donc c'est vraiment un état d'esprit, hein. C'est pas la biologie, je parle vraiment d'un état émotionnel. Hein. Oui, tout à fait. C'est la différence entre les deux. Et puis là, je voulais évoquer aussi Sweet Chestnut, c'est quand ce parcours est très, justement, il peut être aussi semé de tellement d'échecs successifs ou de tentatives différentes. Et la différence entre les deux, c'est que la première, elle pourrait considérer que c'est foutu alors qu'elle n'a pas forcément non plus tout essayé. Alors que celle-ci, Sweet Chestnut, ça peut être aussi une personne qui aura vraiment fait différentes tentatives, qui aura enfoncé toutes les portes possibles et toutes les situations pour arriver à une issue favorable et qui là peut-être dans un état de tel désarroi psychologique, émotionnel, qu'elle aura besoin de soutien, même si apparemment il n'y a plus rien qui se passe, ça pourra l'aider à la soutenir intérieurement pour qu'elle puisse continuer à faire ce chemin, tout en ayant, alors j'allais dire, pas d'attente, c'est impossible, hein, mais il y a une forme de lâcher prise aussi dans cette fleur. C'est-à-dire que c'est comme si tu veux, cette personne, ça ne dépendait pas d'elle finalement, parce qu'elle a tout essayé, et pour l'instant, c'est bloqué.
Et ce blocage-là, en fait, elle peut plus, à un moment donné, avoir un moyen de déverrouiller le truc. Et cette fleur, elle nous aide vraiment à dire, bon, ok, là, stop, en fait. Et ce stop, c'est pas que mental, hein, c'est quelque chose, c'est émotionnel, donc c'est bien plus profond que simplement se dire stop, parce que évidemment que toutes ces personnes qui traversent ces périodes-là, elles savent tout ça, on n'a pas besoin de le leur dire, mais c'est quelque chose intérieurement qui est une grande souffrance, une grande torture intérieure. Hein. Ouais, mais c'est sûr. Et ce qui est important, je pense, dans ce parcours aussi, c'est en fait le risque quand on rentre dans le parcours de PMA, c'est de en fait focaliser toute sa vie autour de ce parcours et en fait entre guillemets d'arrêter de vivre, c'est-à-dire voilà, travailler et être en PMA. Et c'est vrai que dans les accompagnements, c'est ça aussi qu'on regarde, c'est on fait un peu un point sur finalement sur la vie de manière générale des personnes pour voir finalement où est-ce qu'on en est, parce que souvent on n'a plus vraiment d'autres objectifs. Du coup, même des vacances, tout est mis entre parenthèses parce qu'on est toujours dans et si je tombe enceinte, et si, etc. Et si, donc tout se bloque. Et ça, c'est important de faire attention à ça et de pas se laisser enfermer parce que là, on va tomber dans un mal-être qui va être compliqué à gérer. Alors, par rapport à ce que tu évoques, ça me fait penser à deux fleurs. C'est celle-ci, White Chestnut, qui est la fleur, comme tu disais, tout est centré autour de ça. Donc, c'est aussi l'obsession. Et qui va bien sûr, et qui est de toute façon là, l'obsession, puisque la quête initiale, c'est normal. C'est normal, bien sûr. C'est normal. Mais c'est la limite des fleurs de bac. Tu sais, les fleurs de bac, elles sont là pour réguler. C'est-à-dire avoir des pensées qui nous envahissent, c'est ok, mais quand c'est trop, c'est là où justement le concours des fleurs de bac, elle nous aide à calmer le jeu des pensées. Ça ne veut pas dire qu'on va plus penser à ce désir d'enfant, mais ce seront des pensées qui seront assagies, apaisées et qui ne prendront pas tout l'espace en fait de notre esprit. Et par rapport à ça, il y a aussi cette fleur ocre du chêne que tu évoques, avec la personne qui va lutter, s'acharner, qui va être justement dans le faire et dans la limite aussi de ce que le corps peut supporter en fait, par rapport à ce qui va tourner autour de ce désir de maternité ou de paternité. Il peut y avoir cette notion du plus c'est difficile et plus je m'investis, je m'acharne, je lutte, je me surinvestis, et du coup le corps aussi va plus pouvoir suivre parce que c'est un investissement en fait, et ça passe en force finalement. Ouais. Et d'ailleurs, ce que tu évoques, ça me fait penser à un élément quand même qui est important dans ce parcours, c'est-à-dire que il faut s'écouter. Il faut s'écouter aussi parce que voilà, effectivement, on peut être dans le faire, de vouloir tout enchaîner, sauf que le moment donné, le corps, l'esprit ont besoin de faire une pause. Alors là, on ne dit pas de faire des pauses de 1 an, 2 ans, parce que on est quand même dans le domaine de la fertilité. On sait que le domaine de la fertilité, on a quand même une composante de temps qui est importante. Je profite d'ailleurs pour les personnes qui sont pas forcément concernées par la PMA, mais voilà, qui se posent encore des questions pour devenir parents, etc., que la fertilité commence à diminuer un petit peu à partir de 35 ans, de manière plus drastique, à partir de 37-38 ans. Donc, il faut, parce qu'on n'en parle pas assez, c'est vrai que maintenant on est dans c'est normal, une évolution sociétale, je pense, qui fait que aussi on a des enfants de plus en plus tard parce que on a le travail, on a des obligations, on n'a pas rencontré non plus de partenaires forcément. Il y a plein de composantes qui font que finalement on a des enfants de plus en plus tard. Et c'est vrai que et en plus, je sais pas, maintenant ce sont de plus en plus jeunes. On dit que les 40 ans finalement maintenant c'est les nouveaux 30 ans. Ouais, à l'inverse. Donc voilà, on est jeune physiquement, etc. Mais finalement,
le corps continue d'évoluer de la même façon. Et voilà, donc voilà, c'était ma petite parenthèse sur la fertilité, parce que voilà, c'est des personnes qui sont pas forcément concernées, c'est des informations qui sont importantes à avoir en tête. Et donc, pour revenir au facteur temps, c'est bien voilà de faire une pause. Il faut s'écouter, et c'est pas forcément une pause de 1 an, 2 ans, mais de prendre un peu son temps, de se reconnecter à d'autres choses, prendre soin de soi pour mieux repartir. Et ça, c'est vrai que pour voilà, entre deux fives, si ça peut être nécessaire, le message c'est vraiment écoutez-vous. Écoutez-vous, parce que c'est important, et ça sert à rien de vouloir aller trop vite et de vouloir enchaîner, même si je sais on a cette pression du temps aussi. Après, on peut être combatif, hein, mais le corps nous rattrape très vite, en fait, finalement. Et ça, c'est accumulé. Ça fait des dommages collatéraux, parce que du coup, le corps aussi est affaibli pour pouvoir faire tous ces examens et tout ce qui est nécessaire. Donc, c'est important aussi de, comme tu dis, prendre du recul et prendre soin de soi pour pouvoir favoriser le terreau aussi du corps, hein, l'anidation, le reste. Ouais. Et au niveau du parcours, donc voilà, je parlais de la vie en général, où c'est important d'avoir d'autres projets, de continuer avec d'autres projets en parallèle, d'avoir d'autres objectifs pour continuer à avancer, et surtout en fait arriver à rester connecté quand même au moment présent. Parce que c'est vrai que la difficulté de ce parcours, déjà de base, je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont tendance à toujours se projeter dans le futur, de vouloir aller vite, être déjà demain, et toujours dans le futur. Ouais, c'est ça. Et ça déjà de base. Et c'est vrai que du coup, la PMA, ça peut encore exacerber ce côté-là. Et donc, faut pas oublier de vivre au jour le jour. Mais pour ça, évidemment, il faut avoir d'autres points d'intérêt, pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Parce qu'effectivement, si on est seulement dans le futur, avec bébé, avec le résultat de la prochaine FIV, etc., c'est compliqué. C'est aussi utile de se connecter au moment présent au niveau de l'attente, parce que le parcours de PMA, c'est une éternelle attente. C'est attendre de commencer un protocole, attendre une ponction ovocytaire, attendre les 14 jours après le transfert embryonnaire, attendre des résultats, attendre de l'échographie, du bilan sanguin. Enfin, c'est beaucoup d'attentes. Donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir être connecté à d'autres choses au moment présent. Et d'ailleurs, voilà, il y a d'autres outils comme la méditation de pleine conscience, mindfulness par exemple, qui sont très adaptés dans ce parcours, qui aident à se connecter au moment présent, parce que ça, c'est difficile. Et en résumé, c'est vraiment ayez d'autres projets, et posez-vous, et voyez si vous êtes tout le temps dans le futur. Rendez-vous compte que vous êtes tout le temps dans le futur. Et ça, c'est important d'avoir cette prise de conscience. Alors, il y a le White Chestnut que j'ai évoqué pour la rumination mentale, hein, qui nous ramène aussi au présent, parce que justement, Bach, il a classé les fleurs dans des familles émotionnelles, et cette fleur-là, justement, elle est déconnectée du présent parce qu'elle est trop dans ses pensées. Et pareil, impatience, alors elle n'est pas déconnectée du présent, elle veut aller trop vite. Et en fait, le corps est là, les 14 jours, et tout ce qui doit se faire prend et nécessite du temps. Et donc ça, c'est aussi accepter que chacun a son rythme, mais que mon corps, que la saisonnalité, que le transport, que le rendez-vous médical, que le résultat d'analyse, etc. Tout ça, ça prend du temps. Et donc, c'est pas moi qui donne le timing, c'est aussi, c'est moi qui arrive aussi à ralentir. Et donc, je suis plus présent à ce que je fais aussi, parce que je ne suis pas non plus dans cette précipitation, tu vois, et cette tension interne qui fait que je veux absolument que ça aille plus vite. Donc ça, c'est pas possible. Il y a Clématis aussi qui peut être intéressant. Je sais pas si c'est une proposition par rapport à ce que tu dis. Clématis, c'est justement les personnes qui sont coupées du présent parce qu'elles sont trop en projection du futur, mais pas par impatience, mais par idéalisation de ce futur hypothétique à vivre. Et donc, du coup,
qui ne sont pas ici et maintenant et qui sont toujours dans dans ce futur à co-créer, donc dans cette forme d'imaginaire qui peut être très bien, qui peut être une source d'inspiration. Et du coup, oui, parce que c'est important de se visualiser aussi. Ça, il faut pas, voilà. Exactement. Mais des fois, c'est pas réaliste. Donc, dans ce mode de réalisme aussi, il faut des fois savoir se reconnecter aussi à ici et maintenant pour pouvoir aussi laisser le devenir arriver, mais de lui-même aussi, avec cette co-création qui est cette espèce d'aller-venue entre je projette, je me vois, mais en même temps, je suis ici et maintenant. Je suis pas obsédée par mes pensées, je suis pas impatiente. Et donc, les 3 fleurs, ça peut être une idée de bulle, alors c'est marrant, tu as fait un lapsus de mindfulness, de méditation, confiance, et après tu t'es repris à confiance, consciente. Mais bon, c'est joli. C'est ça, aussi qui nous est demandé dans ces moments-là. C'est de la confiance. Et la confiance, c'est ce que peuvent apporter d'une certaine façon toutes les fleurs, mais il peut y avoir des peurs aussi. Des peurs que ça échoue, tu vois, ça c'est et donc dans cette méditation confiante et consciente, c'est avoir conscience aussi que j'arrête de ruminer, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de vouloir que ça aille trop vite, je me projette, mais je suis quand même ici et maintenant. Et ça va se faire, en fait. Tout est OK. Oui, exactement. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est vrai que, et tu as parlé de peur, je rebondis sur la peur et c'est normal. Souvent, lorsque j'échange avec les personnes que j'accompagne, la notion de peur, elle est présente. On a peur de l'échec, on a peur que ça marche pas. Mais c'est vrai que c'est fondé d'avoir ces craintes, c'est fondé. La peur d'être déçu. Donc, mais bon, la déception, ce qu'il faut toujours se dire, c'est que c'est pas plus on a peur, moins on sera déçu. C'est pas vrai. Donc il faut y aller et on peut pas anticiper. Le degré, plus on a peur, sera pas proportionnel au degré de déception. Si on rencontre un échec, la déception, elle sera là. Dans tous les cas, elle sera pas plus ou moins importante. La déception, elle sera là. Donc, il faut pas avoir cette peur. Justement, c'est d'essayer plutôt d'y croire et d'être dans ce côté positif et pas se laisser envahir par cette peur finalement, qui est souvent un moyen de protection aussi, qui se veut un moyen de protection et finalement qui ne l'est pas. Donc ça c'est une notion importante. Donc Nimulus, ça c'est pour les peurs, c'est ce que tu as évoqué. C'est des projections aussi du tout potentiel qui, c'est comme si tout ce qui pouvait arriver sera forcément négatif et pas forcément en fait. Ça va pas forcément être comme tu dis un échec. Échec, ça c'est gentiane, c'est quand on se décourage aussi, on a envie de baisser les bras. Et de se dire bon non ça recommence et j'ai envie de laisser tomber. La persévérance c'est presque après le choc ça peut être même carrément la fleur de tenir bon quoi qu'il advienne et de pas se laisser aussi entraîner par tout ce qui va être comme embûche en fait sur le chemin. Il y en aura des embûches, c'est inéluctable. Après, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça peut aller très vite pour certaines personnes et pas pour d'autres. C'est comme ça. C'est le chemin. Et je pense aussi, tu vois, à l'échec, souvent il y a une phrase quand même que j'aime bien et qui est importante à avoir en tête. C'est que c'est pas parce que ça n'a pas marché sur le cycle précédent que ça va pas marcher cette fois-ci. C'est pas parce qu'il y a eu plusieurs échecs que cette fois-ci ça va se répéter. Parce que souvent on reste sur ce sentiment d'échec et c'est pas parce que ça n'a pas marché. J'accompagnais des femmes qui avaient des difficultés au niveau de rien que de la stimulation, qui avait peu d'embryons, voilà. Sauf que une fois, 2 fois, 3 fois, sauf que la 3e fois, on a eu des embryons et je pense je sais pas si elle m'écoutera, mais une de mes clientes, là voilà, qui est enceinte de jumeaux et
et voilà, et c'était compliqué, ça aurait pu être décourageant, et elle a eu un moment un petit peu de de découragement, et c'est vrai que finalement, bah voilà, cette grossesse elle est là, donc c'est pas parce que ça marche pas une fois, deux fois, trois fois que ça va pas remarcher cette fois-ci, donc faut pas partir vaincu. Là, la dernière fois, j'ai une personne qui laissait un commentaire, je sais pas, sur un post que j'avais écrit, il disait voilà, bah mon corps est prêt, mais pas ma tête. Mais voilà, c'est vrai que je pense que cette phrase elle est importante, et se dire que bah, finalement, enfin moi, il y a des affirmations positives qui sont, je trouve, intéressantes, comme voilà, chaque transfert me rapproche de mon bébé, parce que c'est vrai, en fait, chaque nouvelle tentative, finalement, c'est une opportunité de se rapprocher de son bébé, et ça, c'est important. Absolument. Encore une fois, tout ce que je cite là dans les fleurs, j'espère que c'est pas interprété ou interprétable. Ce sont toutes des propositions quand les émotions sont en excès et qu'elles nous empêchent d'être dans cet état d'apaisement, de tranquillité, de sérénité pour vivre la situation au mieux. Et encore une fois, toutes ces émotions-là, elles sont normales, légitimes, légitimables, expliquées, explicables, justifiées, justifiables. Il n'y a pas de... il n'y a pas dans mes propos de stigmatisation du type elle ne devrait pas ou je ne sais quoi, parce que c'est pas du tout on est d'accord, c'est avec bienveillance, mais c'est lorsque toutes ces émotions elles prennent trop de place et donc du coup chahutent aussi le champ personnel de la personne, évidemment ça va pas favoriser rien en fait. On a l'impression qu'on se tire une balle dans le pied. Si admettons, je fais une espèce de métaphore à la con, mais si j'ai une fuite d'eau d'un seul coup, le fait de me mettre à hurler, à en vouloir à la terre entière, à péter, être impatiente, ça va pas résorber le truc. Il faut que j'arrête le robinet, que je trouve le truc, que l'arrivée d'eau générale. Tu vois, c'est normal d'avoir une émotion, mais ce que je veux dire, c'est que si je reste là-dedans, mais que je ne vais pas chercher l'arrivée d'eau générale, l'émotionnel ne va pas m'aider beaucoup. Au contraire, je vais me tirer une balle dans le pied. Par contre, si j'arrive assez rapidement, soit prendre du rescue, prendre mes fleurs et me dire, bon, ok, attends, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, donc c'est là-bas. J'y vais, je cours et je ferme le truc. Là, je suis plus efficient pour faire tout ce que j'ai à faire dans la vie. Donc, les fleurs de Bach, elles sont là que pour ça, en fait. Elles sont là vraiment pour rééquilibrer ce qui va me tirer en arrière, finalement. Parce que de toute façon, la situation, il y a des moments où je ne pourrais pas maîtriser rien, finalement. Pas moi qui entre guillemets, aurait, tu vas provoquer cette inondation. Je veux dire, elle arrive, ok, je fais quoi avec? Là, je fais avec. Et donc, le fait avec, je fais comment émotionnellement? Soit je disjoncte en permanence, soit je me dis, ok, je me donne les moyens d'être plus en état d'équilibre émotionnel. Et du coup, je vais être plus aussi au fait de... Ok, j'appelle l'assurance. Attends, où sont mes papiers? Ah oui, je les ai rangés là. C'est l'affolement général en permanence. Je suis capable de rien finalement. C'est vraiment, c'est pas possible, tu vois. Donc c'est plutôt dans cet esprit-là. Je préférais en parler parce que c'est un sujet délicat. Et il peut y avoir des fois un peu de susceptibilité légitime aussi, tu vois, à entendre certaines choses en disant ouais, d'accord, ça se voit qu'elle n'a pas vécu, mais je suis tout à fait ok. Non, mais c'est légitime. On est tous comme ça. Et on est aussi à fleur de peau dans ces moments-là. Donc, voilà, que mes propos soient bienveillants aussi. Bien sûr, non, et c'est des propositions d'accompagnement parce que il y a des tendances, je veux dire, des choses qui se passent quand on est en parcours de PMA, mais ce que je dis toujours, c'est que chaque parcours est différent, donc et puis chaque personne est différente, donc forcément, c'est tout ce que une proposition va être peut-être adaptée pour une personne et pas pour une autre. Donc voilà, c'est vraiment des propositions, et il y a aussi une émotion qui est la culpabilité. C'est dans ce parcours qui peut se présenter parce que déjà d'une part au départ il y a un diagnostic. Alors bon, il y a des cas où on ne sait pas pourquoi, on ne trouve pas de raison, et il y a des cas où on identifie des choses du côté féminin, du côté masculin,
des deux côtés à la fois. C'est vrai que, alors moi, j'accompagne principalement des femmes, non pas parce que je propose pas aux hommes, mais c'est vrai que voilà, c'est plutôt les femmes en général qui sont demandeuses de ce type d'accompagnement. Et c'est vrai que les femmes dont on détecte une infertilité et dont on sait la cause, il y a souvent quand même ce côté de culpabilité qui intervient. Le sentiment de culpabilité peut intervenir lorsqu'il y a un échec et puis qu'on se dit j'ai pas fait ceci, j'aurais dû faire cela, etc. Et ça c'est important d'avoir conscience que ce sentiment de culpabilité peut apparaître dans le parcours. Ça c'est pareil, se rendre compte que non, mais en fait c'est pas de ta faute, ce problème de fertilité, il est là et tu l'as pas cherché, malheureusement il est là. Ce cycle n'a pas fonctionné, on a fait un transfert, ça n'a pas fonctionné. C'est pas de ta faute. Toi, tu as fait ce que tu pouvais faire pour te préparer à la FIV, mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, ce sentiment de culpabilité aussi, c'est important d'avoir ça en tête et de se prendre du recul et peut-être se faire accompagner peut-être par des fleurs de bac aussi. Celle-là, c'est Pine, tu vois, P-I-N-E, c'est du pain sylvestre. Et celle-ci, elle est typiquement tous les mots que tu as évoqués. Tu vois, de ces reproches, de j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, c'est de ma faute. Comme si vraiment on veut absolument se trouver coupable et responsable de la situation. Alors qu'il y a des moments, ça n'est pas de notre ressort finalement. Et alors c'est bien au positif, c'est chouette de se remettre en question et tu vois, d'essayer de trouver des trucs, mais le problème c'est que là, ça ne fait pas avancer le schmilblick, au contraire, fait que nous dénigrer nous-mêmes et nous accabler dans quelque chose qui ne fait pas partie de notre sphère finalement. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se déresponsabiliser, on n'en sait rien de toute façon in fine. Il y a des choses dont on connaît l'origine, comme tu dis, et puis il y a des dysfonctionnements ou des non-possibilités auxquelles on n'aura pas toujours accès. Et donc se libérer de ce fardeau du reproche incessant, parce que ça n'est pas aidant non plus. Et puis vis-à-vis du couple, tu vois, quand c'est par exemple le compagnon qui a des difficultés, tu vois, ça met à mal aussi la relation. Alors que, justement, quelle est ma place par rapport à ça, ma légitimité, tu vois, d'être parent, est-ce que c'est à cause de moi, donc tu devrais me quitter, tu vois, tu pourrais être parent sans moi, enfin, ça engendre tout un bazar. Alors que l'autre n'a pas forcément le désir et la velléité d'incriminer celui qui est pointé du doigt. Mais ça, alors c'est quelque chose aussi que je fais dans l'accompagnement. Mais tu dois le faire probablement aussi. C'est d'aller trouver aussi peut-être des fois la source de tout ça dans son histoire personnelle, parce que des fois c'est aussi une répétition de quelque chose qui est déjà présent. Cette culpabilité n'est pas forcément liée à cette problématique entre guillemets. Des fois c'est quelque chose qui est redondant et qui est vraiment inné à la personne aussi, et donc ça va mettre à mal le couple, et c'est pas le sujet en fait normalement, c'est pas ça qui va aider la fertilité. Non, et puis ce projet de bébé, c'est quand même un projet à deux, un projet d'amour, voilà, donc et c'est vrai, j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter avec les personnes que j'accompagne, et c'est ça, mais ils me disent non, mais je devrais laisser mon compagnon parce que je lui empêche d'avoir un enfant, mais son compagnon, cet enfant, il le veut avec elle, pas avec une autre. C'est clair. Donc, il est peut-être même prêt à ne pas en avoir du tout, mais de rester avec sa compagne. Et bien sûr. Voilà, évidemment. Donc c'est quelque chose qui se fait à deux, mais pour ça. Voilà, se faire accompagner, c'est important aussi. Et puis les fleurs, elles font pas de psychothérapie, c'est-à-dire qu'elles vont faire leur job. Et la Pine, elle va juste calmer le jeu, tu vois. Et voilà, et ça c'est bien déjà, tu vois. Après, s'il y a des éléments qui viennent et dont on comprend l'origine, tant mieux, ou pas, c'est pas très grave. En tout cas, vraiment se sentir en paix vis-à-vis de soi, et ça c'est vraiment important. Parce que du coup, ça va réanimer, tu vois. On a vu White Chestnut, l'obsession mentale. Du truc en boucle, tu vois.
Et peut-être même carrément de devenir odieuse pour être sûr que l'autre nous quitte en disant, ah, tu vois, au moins, voilà, t'as bien fait de te barrer parce que je suis une planche. Ouais. C'est pas le sujet. L'auto-sabotage, mais et puis la culpabilité, du coup, elle engendre d'autres choses. C'est la perte d'estime de soi. Et ça aussi, c'est ce qui engendre un mal-être en fait. Et c'est pour ça que c'est important les accompagnements sont là pour aussi se rendre compte, prendre conscience que on a cette perte d'estime de soi et justement de travailler dessus pour regagner et pour pouvoir continuer et sortir de ce sentiment de mal-être, parce que le parcours est déjà bien assez difficile pour encore voilà s'auto-saboter, perdre perdre l'estime de soi, avant tu as parlé de confiance, perdre la confiance en soi aussi, et ça arrive très souvent. Ouais. Ça, c'est la fleur larche que l'on peut proposer dans ces moments-là, quand justement aussi la mésestime de soi et la perte de confiance en soi peut carrément aller jusqu'à la certitude que de toute façon on va échouer parce qu'on est nul, qu'on n'est pas capable et qu'on est moins bien du coup doté par la nature des autres, etc. Et là, c'est effectivement un cercle qui n'est pas vertueux du tout. Et encore une fois, tout ce qu'on vient d'évoquer là, toutes les deux, tout ça émotionnellement, ça va faire obstacle à ce qui doit être fait. Parce que ça fait comme des espèces de scories finalement, tu vois. Mais on l'a tous vécu ça, même si on n'a pas tous vécu ces parcours-là. Plus on est encombré émotionnellement de trucs, tu vois, qui nous assaillent, tout ce qu'on a évoqué, la rumination mentale, l'impatience, la projection qui nous empêche d'être ici, la culpabilité, qu'est-ce qu'on a évoqué d'autre, la peur, le choc, le désespoir tu vois, de plus avoir la foi, etc. Et ben en fait, quand on lâche là-dessus, il y a un truc de l'ordre c'est comme si énergétiquement, je donnais tellement d'énergie à la rumination, tellement d'énergie à mon impatience, tellement d'énergie à ma peur, tellement d'énergie à tout, que l'énergie pour faire le bébé, il n'y a plus rien en gros. Enfin, j'exagère. Oui, et puis il faut pas oublier qu'on est sur un marathon, hein, donc je veux dire, on peut pas rester dans cet état d'esprit, dans ces préoccupations. Justement, il faut pouvoir travailler dessus pour pouvoir se sentir mieux, et c'est ça en fait l'objet des accompagnements, que ça soit les accompagnements que je propose, ou voilà, en fait on échange finalement sur tout ce qui se passe ici et qui fait qu'on se sent pas bien au quotidien, et le but c'est justement de pas arriver et de plonger, c'est d'arriver à se maintenir, et par exemple aussi je fais un peu du hors sujet, je déconnecte, mais sur le côté émotionnel, il faut quand même avoir conscience que dans une journée, on passe par des phases émotionnelles différentes, c'est des hauts, des bas, des bas, on n'est jamais constant comme ça. Mais c'est vrai que le parcours de PMA, les traitements, les stimulations hormonales, ça fait qu'on a quand même des pics qui sont beaucoup plus exacerbés. Et ça, on n'en parle pas toujours, mais il faut avoir en tête qu'on est quand même sous une stimulation hormonale qui impacte sur l'humeur, qui impacte sur la sensibilité. Donc, c'est d'autant plus difficile. Donc, il faut mettre des choses en place pour justement s'accompagner. Et ça, c'est des choses qui peuvent se travailler, qui peuvent s'apprendre pour pouvoir tenir jusqu'au bout sans être en permanence dans la souffrance, parce que c'est très, très dur. Et là, ce que tu évoques, ça me fait penser à la fleur walnut. Cette vulnérabilité qu'on peut avoir justement quand on est impacté par quelque chose de l'extérieur. Alors ça peut être juste la stimulation aussi, enfin ça vient quand même de l'extérieur, ça vient perturber aussi notre équilibre personnel, et du coup pour rester dans cette constance de qui l'on est sans être impacté, oui, mais de façon modérée, et qui permet justement de vivre ces périodes de transition le plus le plus safe possible, c'est un mot anglais, mais le plus sereinement, ou peut-être le plus tranquillement. Le sereinement. Alors que je pense que le mot c'est la sérénité, c'est-à-dire que
ça va être difficile d'en trouver la sérénité, bien évidemment, mais au moins de se sentir le mieux possible, parce que on pourra pas empêcher les moments. Il faut avoir en tête qu'on pourra pas empêcher les moments difficiles. On va pas. Le but de tout ça, c'est pas d'être en high tout le temps du début à la fin et parce que c'est difficile. Alors après, effectivement, il y a des personnes qui travaillent beaucoup. Par exemple, la pleine conscience dont on parlait, etc., et qui arrivent à des niveaux, voilà, de gestion émotionnelle qui sont assez incroyables. Mais c'est vrai que au quotidien, en pratique, c'est pas toujours possible. Donc, on va essayer d'avoir des petits outils pour voir comment on peut améliorer tout ça, parce que sinon, c'est trop compliqué, c'est trop lourd à porter. Et puis là, ce qu'on évoque, c'est super, Lisa, mais des fois, c'est la 3e grossesse, donc il y a aussi deux autres enfants à la maison à s'occuper. C'est pas que pour la première grossesse, des fois, puis comme tu disais, des fois, on travaille, on a ceci, on a cela, on a aussi nos parents qui sont, voilà, qui sont en demande ou d'un déménagement. Enfin, voilà, c'est la vie. Bien sûr. Donc, bien sûr. Donc, c'est un état de chaos perpétuel et on sait que dans cette période-là, c'est bien de ne pas rester seul et de se faire accompagner. Parce qu'il y a des outils, il y a des coachs comme toi qui sont là sur le chemin, qui connaissent bien le parcours. Et c'est important aussi d'être accompagné de professionnels qui sont déjà bien outillés, bien expérimentés. Oui, et puis après, je pense à tu as parlé d'en parler justement. Ça aussi, c'est un point qui est important dans les conseils que je voulais un petit peu donner. C'est quelque chose parce qu'il y a quand même beaucoup. Il faut savoir que c'est vrai qu'on parle de plus en plus de la PMA, mais quand même, ça reste tabou. Ça reste tabou. On n'a pas forcément, souvent au travail, on peut pas forcément en parler. Crier sur tous les toits. Voilà. La famille, c'est pas toujours évident non plus. Voilà, parce que c'est pas qu'il y aura une incompréhension, mais des fois c'est un poids aussi, c'est une pression supplémentaire. Donc c'est vrai que là, l'idée c'est de chercher quelqu'un avec qui pouvoir échanger. Effectivement, alors, il y a les accompagnements bien évidemment, mais il y a d'autres choses. Il y a beaucoup de forums, voilà, de femmes qui passent par ce type de parcours. Il y a des associations. Et puis après, dans votre entourage, c'est de chercher aussi quelqu'un qui soit bienveillant, qui ait de l'empathie, qui soit pas dans le jugement, qui va pas aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont qui donnent toujours des conseils sur tout. Typiquement, ça va peut-être pas être la meilleure personne à qui vous allez vouloir en parler parce que alors ça on en parle tout le temps en PMA, mais le arrête d'y penser, tous les bons conseils, c'est parce que t'es trop stressé ou voilà, il y a tout un tas de phrases toutes faites qui sont dites et qui font mal. Voilà, donc peut-être pas choisir cette personne qui, par excellence, aura ce type de conseils pour en parler. Donc voilà, mais c'est d'identifier et je sais que c'est pas toujours évident. Hein. C'est pas toujours évident parce que j'ai des personnes qui accompagnent des fois qui pensent que tel ami est adapté, mais finalement parfois c'est pas les personnes les plus proches qui seront les plus à même d'être à l'écoute. Et ça, c'est important. Mais surtout, voilà, le message, c'est de dire, communiquer, parce que c'est vrai qu'il faut pas tout garder à l'intérieur. C'est lourd comme parcours. Donc, il y a plein de moyens pour pouvoir échanger sur ce sujet. Exactement. Ce que je disais tout à l'heure, vraiment ne pas rester seul. C'est vraiment important. Et c'est vrai que tu as raison de le mentionner, et ça part d'un bon postulat parce que les personnes qui s'inquiètent pour ces personnes-là, c'est évidemment au départ de la bienveillance. Elles pensent bien faire, en disant je vais t'aider, je vais te soutenir en te disant telle et telle chose, mais c'est extrêmement maladroit. Et des fois, juste ne rien dire et être là, ça fait toute la différence. Alors, ne rien dire, ça dépend dans la posture aussi qu'on a. Peut-être que l'autre va nous secouer en disant bon, alors d'accord, tu as l'impression que tu t'en fous de ce que je vis. Donc, il faut aussi savoir mesurer les mots à bon escient pour sentir être soutenu, accompagné, mais pas trop intrusif et invasif parce que des fois, ça déborde et on le sait tous, on a tous vécu des épreuves. On n'est jamais à la place de l'autre. Donc, se faire
suivre, on va dire, accompagné par soit des professionnels de santé médicale, hein, type psychologue, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, c'est ok. Après, ben voilà, des personnes comme toi ou moi qui sont moins dans le médical, mais qui sommes là, voilà, avec un soutien. Voilà, il y a toujours à boire et à manger. Il faut faire attention aussi sur qui on tombe. Des fois, on tombe pas sur toujours des top thérapeutes, je ne sais quoi, parce qu'il y en a aussi qui sont soit très jugeants, soit très culpabilisants, soit qui sont carrément à la plaque. Donc voilà. Après, faites confiance à votre instinct, c'est vraiment important aussi. Et protégez-vous. Donc ça, c'est Walnut, hein, pour voilà, ne pas non plus prendre en pleine poire tout ce que vous entendez, parce que il y a des choses qui sont pas entendables. Ouais, non, et puis tout à l'heure on en parlait finalement au début du live, c'est que toutes voilà, les personnes en fait de l'entourage, elles connaissent pas forcément le parcours, donc voilà, des fois elles veulent être bienveillantes, et puis finalement bah vous le promenez mal parce que bah pas forcément finalement ça vous a blessé plus qu'autre chose, ce commentaire, etc. Donc, mais c'est vrai que voilà, aussi il faut avoir en tête que c'est pas des mauvaises intentions non plus, mais c'est vrai que il y a des personnes qui nous écoutent et voilà, qui ont des proches qui sont dans ce parcours. Je pense que ce que tu disais, l'important c'est d'être là, ne pas être porteur de conseils, parce que voilà, les médecins sont là pour ça, pour le parcours, et puis surtout quand on ne connaît pas trop le parcours, donner des conseils, c'est souvent ça dégénère parce que finalement c'est pas du tout adapté, mais en tant que famille et amis, c'est le conseil, c'est d'être là et de dire voilà, simplement je suis là si tu veux m'en parler, et puis surtout d'éviter d'être trop intrusif, parce que ce que tu disais, le problème, c'est que c'est pour ça qu'aussi il y a beaucoup de personnes qui choisissent pas forcément d'en parler à la famille, parce que la famille, voilà, va dire oui, alors la ponction, combien d'ovocytes, et puis après le transfert, alors vous êtes déjà en train d'attendre pendant 14 jours le résultat de test de grossesse, c'est déjà hyper stressant, et en plus avoir n'est-ce pas, la pression des parents aussi qui attendent le premier petits-enfants, et ça il doit avoir du coup finalement peur de décevoir aussi si ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est des choses aussi auxquelles il faut penser et qui ont leur importance aussi dans le parcours. C'est pour ça qu'il faut être délicat et bienveillant, parce que ça fait une charge mentale supplémentaire aussi pour la personne qui est dans l'attente. Et c'est encore une fois quelque chose de supplémentaire qui est contre-productif finalement. Et l'entourage ne doit pas plus se blesser par rapport à ces silences potentiels ou ces non-nouvelles. Et peut-être aussi prendre des fleurs de bac aussi si elles sont trop dans l'impatience. Non mais ou même dans l'inquiétude, tu sais, voilà, ça peut être une maman, comme je disais tout à l'heure au tout début de live, ça peut être des grands-mères qui attendent, voilà, que sa fille puisse, ou son gendre puisse être parent. Ça, c'est quand on s'inquiète trop pour les autres, pour l'entourage. Red Chestnut, ça peut être aussi le compagnon et la compagne qui s'inquiètent trop, ou même carrément la personne qui fait la demande, voilà, et qui est plutôt sereine, mais qui elle va s'inquiéter pour son compagnon qui se met la pression. Voyez, donc Red Chestnut, ça peut être pour tous les cas de figure. Cessons de nous inquiéter les uns pour les autres. Parce qu'en fait, on a tous les ressources en fait pour vivre ce que nous avons à vivre, quelles que soient nos vies. Et on a tous des capacités aussi de pouvoir les mener à bien, parce que ça fait une charge mentale, émotionnelle qui est trop lourde. Et même dans les intentions de meilleurs amis, où je suis ta mère, ou je suis ta sœur, ou je suis ta meilleure amie, mais prenons en charge nous-mêmes nos propres émotionnels avant de vouloir absolument sauver l'humanité, parce que du coup ça fait trop de pression aussi. Ouais, et je relève ce que tu viens de dire, Nathalie, parce que je pense que c'est extrêmement important. On a les ressources en nous. Et ça, c'est important, parce que parfois, pendant le parcours, voilà, j'entends mais je vais jamais y arriver, je suis pas capable, voilà. Et on a les ressources en nous. C'est pas facile, mais vous êtes plus forte que vous le croyez finalement. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le rappeler. Voilà, pour celles qui nous écoutent, qui sont en parcours, vous pouvez y arriver. Vous avez les ressources en vous pour traverser en fait cette épreuve de vie,
vous pouvez mettre des choses en place pour vous aider, mais vous avez cette force en vous et ces ressources. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de le rappeler et le souligner. Eh ben, écoute, c'est une très jolie note d'espoir parce que voilà, c'est important de se baser aussi sur nos fondamentaux. On a vécu ces années jusqu'à aujourd'hui, donc c'est qu'on a une sacrée force aussi en nous et la bataille, elle est là, mais on a de quoi faire en fait. Hein. On n'est pas tous. Ouais. Ouais, et puis et aussi il y a des choses. Pendant le parcours de PMA, il y a souvent des phrases aussi, et se dire je n'arriverai jamais à être maman, par exemple. Et ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on peut travailler, c'est les pensées et prendre conscience de ces pensées et les reformuler. Et peut-être qu'il ne s'agit pas de partir dans des choses et se dire je vais être maman, mais peut-être se dire je ne suis pas encore maman. Et ça, c'est important aussi. Pour l'esprit, pour ce qui se passe dans la tête et pour avancer. Et c'est des reformulations qui sont réalistes et qui transforment des pensées vraiment négatives en positives. Alors moi, je suis pas pour dire qu'il faut toujours penser en positif, etc. C'est pas ça. Mais par contre, c'est vrai qu'il est possible d'identifier des pensées qu'on a et de les reformuler. Et ça paraît peut-être pas grand-chose quand on le dit comme ça, mais c'est des petits mots, des phrases qui, si on les transforme, ont un impact vraiment sur le bien-être qu'on va avoir au quotidien. Alors, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Lisa, mais pour le coup, quand je t'écoute là, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est quand tu dis je ne suis pas encore maman. Après, moi, je crois, mais c'est ma croyance personnelle. Alors, encore une fois, j'ai pas traversé ce parcours-là. Qu'on peut très bien être maman. Moi, je pense toujours à Mère Teresa, qui était la mère de toute une batterie d'enfants sur Terre. Et je crois que le cœur peut être maman, la tête peut être maman, mais c'est peut-être le corps qui, pour le moment, est pas en capacité de pouvoir donner cette ressource. Mais ça veut pas dire que je ne suis pas maman, en fait. Parce que on peut avoir des aspirations, tu vois, d'être très, très maternelle. Il y a plein de mamans qui ne sont pas du tout des mamans et qui sont, enfin, pas du tout des mamans, comment dire, physiologiquement, on va dire, une différence. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas maman, en fait. Et moi, je crois qu'il y a aussi des femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants dans leur vie et qui se comportent comme des mamans, comme des vraies tigresses de mamounette. Et voilà. Et non, mais il faut le dire aussi parce que ça peut être aussi une partie de qui nous sommes, tu vois, et pas faire le deuil sur la maternité. Peut-être que le corps n'a pas été en capacité d'eux, mais peut-être que le cœur et la tête, elle est maman. Et ça, je pense que c'est important aussi de le reformuler aussi comme ça. Oui, non, mais tu as raison. Et puis après, tu vois, en fait, ça me fait ce que tu dis, ça me fait rebondir aussi sur les différentes formes de devenir maman, parce que parfois on est dans un parcours de PMA, insémination, FIV, et on arrive à avoir le bébé, et puis comme je disais au départ, parfois avec ses propres gamètes c'est pas possible, le corps ne produit plus les gamètes et on n'a plus de possibilité de grossesse avec ses propres gamètes, mais par contre on a d'autres types de traitements qui vont permettre de devenir parent. Et là, c'est vrai que c'est des choses aussi importantes, finalement, d'avoir cette réflexion et de se dire, mais finalement, qu'est-ce que devenir maman ? Qu'est-ce que devenir parent ? Et ça, c'est une autre forme aussi, qui font partie ça, de la réflexion quand on doit passer au don d'ovocytes, au don de sperme, au double don, au don d'embryon parfois. Et puis après, il y a d'autres parents qui choisissent de passer par l'adoption aussi. Des parents qui choisissent de passer par la gestation pour autrui. Donc il y a tout autour de la maternité, il y a beaucoup de choses en fait. Et ça, c'est important de se poser des questions, de se dire qu'est-ce que c'est en fait finalement de devenir maman, de devenir papa. On est bien d'accord. Donc non, c'est important. Et puis et aussi il y a quelque chose auquel il faut faire attention, c'est la manière dont on se parle. Le dialogue intérieur finalement, de
de se rendre compte parfois, quand on est un peu dans cette spirale négative où on est dans le jamais, toujours, tout, enfin vraiment voilà. Et ça aussi, c'est des choses qu'on peut travailler, observer pour un petit peu recalibrer tout ça et pour se sentir mieux, parce que quand on est finalement là dans une sorte de ce dont on parlait avant de rumination, pardon. En tout cas, ça fonctionne. Oui, mais c'est un super joli mot, ruminement. Tu rumines et tu mens, en fait, tu te mens à toi-même. Ça sert à rien de te raconter des histoires. Parce que tu te parles pas de la bonne façon, en fait. Tu te traites pas comme tu devrais te traiter. Moi, je trouve ça très bien, un ruminement, ça me va très bien, Lisa. Parce que pour le coup, faut-il encore avoir conscience de ce que l'on dit? Et souvent, quand on est justement en entretien, avec moi, en tout cas, c'est mon travail, le fait d'écouter et d'être dans la reformulation, tout à fait. Là, on s'entend différemment et on se dit, ah ouais, j'ai dit ça. Et là, ça fait percussion dans le corps, tu vois, et dans la tête, et on se dit, bon, ok, là, j'ai compris, il y a un truc à changer. Et c'est pour ça que en accompagnement, finalement, c'est parce que c'est vrai que souvent les personnes parfois comprennent pas les types d'accompagnement comme toi ou moi on propose, et finalement nous on est un espèce de miroir où voilà, on permet des prises de conscience et on permet d'identifier les points, les choses qui font qu'on se sent pas bien. Et ça paraît basique, puisque finalement c'est de la conversation qu'on va avoir avec les personnes qu'on accompagne. Mais en fait, il y a beaucoup de choses. Moi-même, je me suis fait coacher, sur d'autres sujets, etc. Et c'est là qu'on se rend compte que seul, c'est difficile d'avoir des prises de conscience, c'est difficile de se rendre compte. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, pour aider à prendre conscience, à ouvrir les yeux et aider les personnes à trouver des solutions, à voir comment on peut se sentir mieux, comment on peut avancer, comment on peut se sentir plus fort. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler, parce que c'est pas toujours peut-être bien expliqué, on n'en parle peut-être pas autant qu'on devrait, parce que voilà, mais il y a tout un tas d'outils, mais c'est vrai que je pense que je pense que tu travailles un peu de la même façon que moi, voilà, dans ce sens-là. Et après, effectivement, on propose d'autres outils, toi, voilà, plus les fleurs de bac, en accompagnement, mais ces prises de conscience, elles sont hyper importantes, parce que soi-même, des fois, on se rend pas compte dans la situation dans laquelle on se trouve, en fait, mentalement parlant, émotionnellement parlant. On peut arriver dans le désarroi le plus total et repartir avec un grand sourire en disant, bon, allez, c'est bon, je me relève les manches et ça va aller. Après, encore une fois, on n'est pas dans le déni, hein, mais on est aussi dans une quête de plus de bienveillance à l'égard de soi, à l'égard du regard que l'on porte sur la situation et sur soi-même, avec beaucoup plus d'objectivité aussi, de recul, et qui fait que là, on est plus clairvoyant par rapport à ce qui se passe, et pour le coup, on est certainement plus efficient aussi dans toutes les démarches. Ouais. Alors, il n'y a pas de question, il est 21h12. Ouais. Ah oui, on parle, hein. Tu sais, comme d'habitude, les pipelettes. Ouais, c'est bien. C'est quoi, tant mieux. Ouais. Donc, pour conclure, Lisa, moi, ce que je fais, mais je préviens tout le monde, et tous ceux qui viennent ici le savent, cette vidéo, je la mets en IGTV et après, je la mets sur la chaîne YouTube. Et je mets tous tes liens dessous, sous la vidéo. Mais comme j'avais déjà fait sur la première, quand j'étais venue sur ton compte, et du coup, vous pourrez retrouver Lisa et prendre rendez-vous avec elle si besoin, si nécessaire, si vous entendez parler de quelqu'un qui, vous savez que voilà, elle est en Espagne, elle travaille aussi avec cette clinique qui est à proximité, et donc voilà, il peut y avoir aussi des échanges qui sont pertinents, parce que ils sont non, moi c'est vrai que ce que j'ai envie de dire, c'est que s'il y a des personnes qui sont en difficulté, même qui ont juste des questions, des doutes, etc. Enfin, moi, n'hésitez pas à me contacter, parce que moi c'est vraiment c'est mon quotidien d'essayer d'aider justement des personnes qui sont en parcours, et parfois c'est pas toujours évident de savoir où chercher les informations, comment faire ou autre, et vraiment vous pouvez m'envoyer un mail, un petit message, moi je suis toujours à disposition pour vous essayer de vous aider dans votre projet de bébé.
Eh ben merci Melissa. Alors du coup, j'avais dit qu'il n'y avait pas de questions, mais en fait, comme j'ai eu un petit souci technique, là, je vois qu'il y a Manita. Moi non. Je ne suis pas dans cette, je ne suis pas dans cette situation. Je vois pas les questions, moi. Ah si, voilà. D'enfant, mais suis sensible à ce parcours. C'était un super live, très intéressant. Merci à vous deux. Eh ben, merci. C'est gentil. Ça me touche aussi beaucoup, Lisa, parce que c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime faire, c'est partager. Donc, c'est chouette. Ouais, bah, c'est vrai que puis on a toujours ce côté émotionnel, qui touche beaucoup. Moi, c'est vrai que m'intéresse particulièrement à ce parcours et c'est vrai que c'est pour ça ce que je disais vraiment même si souvent moi j'ai des amis qui me contactent mais bon c'est des amis qui sont en parcours etc qui savent pas trop où aller etc qui me contactent et puis voilà finalement finalement je accompagnais pas mal de personnes de mon entourage parce que malheureusement il y a de plus en plus de problèmes de fertilité et ça c'est une réalité. On est d'accord. Et il y a heureusement de plus en plus de techniques, de plus en plus d'informations, etc. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Il y a tellement de choses qui se passent autour de tout ça et moi je suis ravie vraiment de pouvoir avoir pu échanger de nouveau avec toi, Nathalie, parce que voilà. Je pense que tu peux également aider beaucoup de personnes qui sont dans ce parcours grâce aux fleurs de bac, à la sophrologie, c'est ça, je dis pas de bêtises. Voilà, sophroanalyse, voilà, c'est ça, c'était sophroanalyse où tu vas chercher aussi parce qu'il y a des personnes, je pense que ça peut intéresser, qui ont un passé peut-être avec leurs parents, etc. qui aussi peut impacter. Et toi, je pense que dans ce domaine-là, tu rentres peut-être plus en profondeur que moi. Et donc, vraiment, dans ces cas-là, n'hésitez pas à contacter Nathalie parce que je pense que c'est des choses qui sont intéressantes à regarder aussi. Alors, il y a un autre témoignage, c'est Pauline, et qui dit « Je confirme, tu fais énormément de bien avec 3 points d'exclamation. » Merci. Je conseille à tout le monde de se faire accompagner, évidemment, Pauline. Merci Pauline. C'est super gentil. Et merci à tous merci, pour regarder ce live. Partagez-le, encore une fois, toujours pareil. Si vous regardez dans la semaine, dans le mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et voilà, on sera voilà. Ouais, oui, ça c'est sûr, et puis en tout cas, et puis surtout pour toutes les femmes et les couples qui sont en parcours, qui sont enceintes, je leur souhaite beaucoup de chance et puis du courage et je leur souhaite de pouvoir avoir leur bébé bientôt dans leurs bras et parce que projet et c'est vrai que c'est des et voilà, on vous souhaite. Ah oui, ça a coupé. Donc moi je vous souhaite vraiment d'arriver à avoir ce bonheur et puis je vous souhaite beaucoup de courage dans ce parcours. Ouais, moi je souhaite de la foi, de l'espérance et beaucoup d'amour parce que vous en avez besoin. Ouais, exactement. Bon, écoute, Nathalie, vraiment, encore merci pour ton invitation. Toujours un plaisir de partager avec toi. Pareil. Et puis, merci aux personnes qui nous ont suivis ce soir. Et puis, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, Nathalie. Bonne soirée à tous. Ciao.